Si vous désirez faire de l'immobilier à travers le monde, pas juste au Québec, pas juste où est-ce que vous vous situez, mais à travers le monde, si vous désirez être un entrepreneur en série ou un immopreneur, écoutez cette vidéo-là jusqu'à la fin parce que c'est simple, c'est la deuxième partie de ma vidéo avec Pierre Ollier. Mais juste avant, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi on parle de cash, on parle de finances. Alors si ce sont des sujets, non, pas juste des sujets qui t'intéressent ou qui te passionnent, mais si ce sont des choses que tu veux pour toi, faire plus d'argent, plus de cash, si tu veux te lancer en business, devenir un businessman, un entrepreneur, ou de te bâtir un parc immobilier, c'est simple. Considère, inscris-toi à ma chaîne, abonne-toi, subscribe à ma chaîne dès maintenant. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième partie avec mon cher ami. La rencontre que j'ai eue avec lui, sincèrement, c'était juste incroyable. J'ai pu vraiment aller sortir toute le maximum de juice, d'informations que je pouvais pour vous transmettre. Mais pour bénéficier de toute l'information vraiment intéressante, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous suggère d'aller l'écouter, mais non seulement de la terminer. Mais voici la deuxième partie avec Pierre Ollier. Et encore une fois, si vous désirez bénéficier de tout cet échange et de pouvoir vous outiller pour pouvoir aller exploser votre business ou exploser en immobilier, restez jusqu'à la fin et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Dans la même tangente de devenir millionnaire, 6 idées de revenus passifs qui peuvent nous générer 2000 par mois, 2000 euros, peu importe. 6 idées. Vraiment simple à du plus complexe, Ouais, peu importe. je vais te donner les stratégies qui fonctionnent. Vous faites une colocation, vous achetez un bien immobilier, vous faites une colocation, vous allez déjà pouvoir quasiment instantanément doubler vos revenus. Vous achetez un bien immobilier, vous mettez juste la mise de fonds et derrière, ce que vous allez faire, c'est que vous allez louer en location courte durée. Ça, c'est deuxième idée. Troisième idée, c'est pas vraiment un revenu récurrent, mais c'est faire une opération d'achat-revente, flip, ou au Canada, vous avez votre système de refinancement, c'est que vous achetez un bien immobilier et après 2-3 ans, vous allez faire refinancer ce bien. Et Exactement. là, vous récupérez de l'argent en cash, mais vous pouvez récupérer 50 000, 100 000. Mais si vous les découpez, au final, sur l'année, c'est comme si vous aviez pris peut-être 10 000 par mois. Vrai. Donc, je le prends comme... Si tu fais ces opérations régulièrement, pour moi, ça peut être assimilé à une source de revenus passifs. Quatrième chose, vous avez peut-être une expertise dans un domaine. Peut-être que vous êtes prof de sport, peut-être que vous êtes prof de danse, peut-être que vous faites une activité comme ça. Arrêtez de donner vos cours en direct, filmez-vous, mettez une caméra, faites venir des professionnels ou un studio, enregistrez une formation et vendez-la en ligne. Après, vous utiliserez ce que vous avez, une chaîne YouTube, vos réseaux sociaux, vos Instagram, et vous vendez ce petit cours. Vous pouvez commencer par vendre un truc $200, $300. Vous en vendez 10, vous avez déjà $3 000. C'est pas compliqué. Boom. C'est pas compliqué. C'est vrai. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi-même, j'ai pris des cours de danse, etc. Je payais pour un prof. Il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas en ligne. Cinquième source de revenus, vous pouvez vendre des e-books sur Amazon. Par exemple, soit vous pouvez écrire vous-même des e-books, soit vous pouvez même écrire des e-books maintenant avec l'intelligence artificielle. C'est vrai, c'est même plus rapide. Vous trouvez un problème, vous allez sur des forums, il y a beaucoup de forums de discussion, ça existe encore, où des gens vont avoir des problèmes, que ce soit peut-être pour arrêter de fumer, pour la perte de poids, et vous demandez à ChatGPT de vous écrire un livre ou de vous assister par rapport à ça. Vous créez des petits e-books, vous les listez sur Amazon, et en fait, vous allez pouvoir vendre ça directement. Et Amazon, il faut savoir que le trafic est impressionnant. Donc, vous créez comme ça plusieurs e-books ou, autre possibilité, vous prenez des livres qui sont aujourd'hui en anglais, vous les faites traduire, par exemple, en français et vous les vendez sur le marché québécois parce que beaucoup de livres de business sont qu'en anglais. Il n'y a pas vraiment de... Et ce que vous pouvez faire, c'est de négocier en fait, avec des sociétés qui ont... leur dire, voilà, moi je vais vous traduire vos bouquins en langue française et vous les vendez, vous diffusez comme ça tous les bouquins de business sur tout le Québec.
Il y a un gros marché à prendre là-dessus, mais peu de gens se sont positionnés. Et derrière, ces bouquins, vous pourrez les vendre non seulement au Québec, mais aussi en France, mais aussi en Belgique, mais aussi en Suisse et dans toute l'Afrique francophone. Donc il y a un grand marché à prendre. 6e, mais qui demande quand même du revenu, qui demande un investissement, c'est de faire du business sur Amazon FBA, parce que beaucoup de gens pensent qu'Amazon, c'est Amazon qui vend les produits. Non, en fait, Amazon, c'est des gens comme vous, comme moi. Ils vont acheter un produit, généralement en Chine. Ils vont se faire livrer ensuite un conteneur. Donc, ça demande quand même des fonds. Ouais, c'est clair. Ensuite, ce conteneur va être stocké dans les entrepôts d'Amazon et ensuite, Amazon va commercialiser votre produit. Mais ça demande quand même, au départ, une mise de fonds parce qu'il faut quand même acheter la matière première. Voilà, créer tout ça, faire livrer ça chez Amazon. Donc là, si vous avez déjà un investissement de départ, formez-vous par rapport à ça et ensuite vous lancez vos produits sur Amazon et vous allez pouvoir gagner de l'argent comme ça. Il y a plein de gens qui gagnent de l'argent aujourd'hui avec Amazon FBA. Tu me donnes des idées, là. J'adore. Merci pour les 6 trucs. Ta philosophie par rapport au cash flow. Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Cash flow. Alors, c'est une philosophie différente parce que depuis, ma philosophie a un peu évolué depuis que j'ai discuté avec les investisseurs du Canada. Parce qu'en fait, au Canada, quand tu fais de l'investissement immobilier, j'ai bien compris que l'argent n'était pas dans le cash flow, mais que l'argent était dans le refinancement dans la plus-value, dans l'appréciation, dans la prise de valeur de la propriété. Parce que ça vous permet d'en acheter un autre, puis un autre, puis un autre. Exact. Mais attends, mais juste avant ça, c'était quoi ton ancienne philosophie? En fait, dans l'ancienne philosophie, en France, même la philosophie a encore changé. Mais à l'époque, si tu veux, si tu voulais continuer à faire des opérations, il n'y a pas le système de refinancement en Europe. OK. Donc, si tu voulais que tu t'achetais un premier bien immobilier, si à la fin du mois, tu faisais moins $100, moins $200, tu retournais voir la banque pour te demander de te prêter de l'argent, ils disaient, mais attendez, vous n'avez pas équilibré vos comptes, vous n'avez pas gagné de l'argent dans l'immobilier, on ne vous refinance pas. Donc, il fallait absolument faire des opérations autofinancées ou des opérations qui généraient un profit. Parce que tu retournais voir le banquier et tu lui dis, bah voilà, j'ai acheté un bien immobilier. Il me dit, oui, mais vous avez un crédit en cours. Oui, mais attendez, c'est pas de la mauvaise dette. Je gagne de l'argent avec. Regardez. Et j'ai un bilan comptable positif. Donc, le banquier considérait ça comme ce qu'on appelle une opération blanche. Donc, il disait, cet investissement, on ne le compte pas, je vous prête pour en faire un deuxième. Puis un troisième. Donc, il fallait absolument générer du cash flow pour pouvoir continuer à enchaîner les opérations. Maintenant, pour des raisons réglementaires, c'est plus compliqué de le faire en particulier. C'est toujours possible de le faire en société. Je comprends. Beaucoup de gens Mais on respecte toujours la même logique. Est-ce que tu vas prêter de l'argent à une société qui perd de l'argent? Est-ce que tu vas prêter à une société qui gagne de l'argent 100%. Et qui te montre qui sait en gagner? Donc, le cash flow, pour moi, c'est important. Après, au bout d'un certain temps, ça peut te permettre de remplacer tes revenus, mais tu peux aussi le coupler avec d'autres opérations d'achat-revente, faire du gros cash, faut un business à côté. Donc, ma philosophie, le cash flow, c'est intéressant pour devenir indépendant financièrement, mais après, il ne faut pas s'y limiter à ça. Le cash flow, c'est juste un outil, mais après, il faut utiliser aussi d'autres outils. Après, il faut faire rentrer du gros cash. Tu as un business en ligne, tu fais un lancement, tu fais rentrer 50 000, 100 000 d'un coup. Tu as un immeuble, tu le revends, bam, tu fais 50 000, 100 000 de plus-value. C'est là que tu vas aller chercher le gros cash. Mais en attendant, le cash flow, c'est ce qui te fait bouffer, c'est ce qui rapporte à manger sur la table. C'est ce qui paye le loyer, c'est ce qui paye les dépenses du quotidien. Donc, il ne faut pas le négliger. That's it. Rapidement, c'est quoi le plus gros lancement que tu as fait, que tu as généré, si ça ne te dérange pas? C'est généralement dans des opérations de promotion. Black Friday, tu peux faire des 200 000 en une journée. Shit! Ouais, nice. Fait des promotions, c'est des trucs comme ça. Généralement, en fait, sur le marketing en ligne, bon, après, c'est de la psychologie humaine, mais tu sais comment ça marche, les leviers psychologiques, la rareté, le sentiment d'urgence. Tu lances, tu fais une promotion et tu dis que ça va disparaître. Et les gens, des fois, vont acheter un truc plus parce qu'ils se disent, voilà, c'est maintenant ou jamais, ça va disparaître, j'ai ce droit tout de suite. Si je le prends pas maintenant, j'aurai plus droit. Donc les gens se battent. On a tous vu des vidéos des gens, Black Friday, ils rentrent dans les magasins,
ils se battent et tout. C'est un peu cet effet-là. Ah, ben, puis moi je suis la preuve vivante. Moi, je suis le pire. Je vais toujours attendre à la dernière minute. Puis des fois, je me fais prendre que, oh, fuck, j'ai manqué le rabais pour vrai. Puis le rabais, là, ça revient au prix initial. Puis là, je l'ai vraiment manqué. Fait que ça fonctionne. Oui, c'est de la psychologie. Mais en même temps, c'est pour inciter les gens à passer à l'action. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'urgence, s'il n'y a pas de sentiment d'urgence, comme moi, je suis le premier. Bon, ben, j'ai le temps. Ah, ben, je le prendrai la semaine prochaine. Ah, ben, je vais attendre. C'est la peur de passer à côté de l'opportunité. Je crois que les Anglais disent fear of missing out. Exactement. Et on l'a, en fait, parce que des gens disent, ouais, ça marche pas, en fait, mais on l'a dans le sens inverse. On l'a aussi dans le fait de, par exemple, te dire, ouais, j'ai pas investi dans le Bitcoin. Si j'investis pas maintenant, combien je vais perdre? Et c'est pour ça que plein de gens investissent au moment où la bulle est en haut et après se font rétamer parce qu'ils ont peur de manquer et ils ont un sentiment d'urgence. On se dit, si je le fais pas maintenant, la semaine prochaine, ça sera encore plus haut. Donc, il faut que je le fasse maintenant. Et tu sais, après, bam, et c'est comme ça qu'ils sont à voir un petit peu. 100%. C'est la psychologie humaine. On est câblé comme ça, quoi. Exact. Je t'avais vu aussi dans une entrevue parler, puis j'aimais ton point de vue par rapport à une bonne gestion financière. Parce que c'est bien beau de vouloir du cash flow et de générer du cash flow. C'est bien beau d'avoir mis des business en place, d'avoir investi en immobilier, mais il y a comment je pourrais dire, la colonne vertébrale, le pilier, là. Il faut avoir une bonne gestion financière, sinon ton château de cartes va s'effondrer. Peux-tu nous expliquer un petit peu, selon toi, avec justement tous tes business, ton background, à quel point l'importance, mais surtout, justement, comme si tu as des trucs à nous partager sur une bonne gestion financière? Aujourd'hui, je vais l'expliquer comme ça. Aujourd'hui, par exemple, quand tu fais du business en ligne, du marketing, si tu veux vendre un petit peu sur les réseaux sociaux, tu vends ce qu'on appelle un changement de vie. Donc, j'étais salarié. Une transformation. Voilà, une transformation. Maintenant, je suis à Miami. Maintenant, je suis à Dubaï. Maintenant, voilà, je suis avec ma villa, machin. Donc, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est on consomme du passif. Mais c'est parce que c'est ce qui va attirer, en fait, si tu veux, un peu le client. Mais il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est la pire erreur à faire. C'est-à-dire, vous lancez votre business et vous allez vous acheter une Mercedes, vous allez vous acheter une Porsche. C'est la pire erreur à faire. Vous achetez une Rolex, etc. Je comprends qu'il y a un besoin de reconnaissance pendant des années, vous avez galéré, là vous commencez à générer de l'argent. On l'a tous fait à un moment donné, mais c'est la pire erreur. Ne faites pas ça, vraiment ne faites pas ça. Ce qui est important, c'est de gérer votre budget. Moi je dis toujours, le premier million, il n'est pas à vous. Le premier million, il sert juste à acheter les actifs. D'accord ? Une fois que vous aurez mis votre premier million, c'est pas pour partir en vacances, c'est pas pour vous acheter une belle montre, c'est pas pour vous acheter une Lamborghini. C'est acheter de l'immobilier, investissez dans des business, achetez de l'immobilier, investissez dans des business, achetez des ETF. Voilà, investissez-le. Une fois que vous aurez fait ça, après, par la suite, vous pourrez vous faire plaisir à acheter des passifs si vous le souhaitez. Dans le fond, en d'autres mots, le premier million sert à investir ou à acheter des biens qui vont prendre de la valeur ou générer encore plus de cash flow. Et moi, les premiers millions. Acheter de l'immobilier, investissez dans des business, acheter des ETF. Non, je ne l'ai pas vu passer. Enfin, dans ma vie au quotidien, je ne l'ai pas vu passer. J'avais un loyer, je devais payer peut-être 900... Enfin, j'étais déjà millionnaire, mais je payais toujours après un loyer. Je payais quoi? Je n'avais pas pris un truc de fou. Je payais peut-être l'équivalent de 800 € à l'époque. OK, malgré que tu étais déjà millionnaire. 800. Ouais. J'avais pas de voiture. Je partais pas spécialement en vacances. Tu vois, le but c'était d'atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Parfait. Évidemment, tu te fais plaisir de temps en temps, mais faut vraiment essayer un petit peu de sortir de cette idée de l'endoctrination, tu peux le dire. Ouais, tu as gagné 30 000, donc j'ai gagné 30 000, je m'achète une nouvelle voiture. Non, parce que ces 30 000, en fait, il faut que tu les réinvestisses pour en gagner 100 000. Donc tu en as besoin de ces 30 000 maintenant pour peut-être faire une mise de fonds pour pouvoir acheter cet immeuble qui derrière va te permettre de dégager 100 000. Si ces 30 000, tu les gagnes avec ton business, tu as bossé, c'est cool, tu t'achètes une Mercedes, tu as le droit. Mais derrière, vaut mieux que tu achètes l'immeuble. Et une fois que tu as l'immeuble, après, les revenus de l'immeuble vont payer la voiture. C'est un peu bête d'utiliser l'argent tout de suite pour acheter le passif. 100% d'accord. Donc, pour moi, la gestion de budget, c'est extrêmement important et je m'en suis rendu compte parce que j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui gagnaient des sommes assez importantes. Je te parle de l'ordre de 60 000 $ canadiens, 70 000 $ canadiens par mois de bénéfices nets. En plus. Mais qui dépensaient tout en villa, en restaurant, en yacht, en voiture, Rolex. Et à la fin du mois, c'était reparti à zéro. Et il recommençait le mois d'après. Wow. Et j'ai entendu cette phrase, il dit, voilà, mon business model est basé sur l'argent que je dépense. Et tu vois beaucoup de gens qui font ça, d'ailleurs. C'est quelque chose qui est très courant aujourd'hui. Les gens qui vont à Dubaï,
et qui font all-in, tu vois. Ils sont tous là, ils sont tous dans des belles voitures, ils sont tous sur des yachts et tout. Mais ils n'ont pas l'argent pour avoir ce mode de vie. Waouh! Ils dépensent tout. Donc sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression que ces gens-là sont riches, etc. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est tous ces gens qui rentrent de Dubaï et qui ensuite rentrent en France, rentrent au Canada, parce qu'ils ont fait faillite. Tu sais, le business, à un moment donné, même à mon niveau, tu vas avoir des périodes où tu vas te faire cartonner parce que pour X ou Y raison, tu fais un lancement, ça marche pas, tu as une baisse de revenus, il t'arrive des problèmes juridiques à droite, à gauche, etc. On a tous à un moment donné dans un business. Tu sais, un business, c'est pas toujours tu gagnes. Tu sais, les gens me disent combien 100%. tu gagnes. Des fois, tu fais des gros pics, tu vois. Mais je t'ai parlé de 200 000 en une journée, mais je fais pas des 200 000 tous les jours, tu vois. C'est pas toujours comme ça. Donc, à un moment donné, tu vas avoir des difficultés. Et si là, tu n'as pas suffisamment de trésorerie, bah là, tu vas peut-être potentiellement sortir du business. 100%. Période de Covid, c'est ce qui s'est passé. Okay. Plein de gens m'ont écrit en disant, ouais, avec ton immobilier, tu vas sauter, machin, etc. Ah oui, tu le disais carrément. Ouais. Mais moi, en fait, j'ai de la trésor. Okay. Je peux absorber 4 ans, 5 ans. Bon, ce qui s'est passé, c'est que c'était le sens inverse. J'ai jamais gagné autant d'argent que pendant la période, parce que business en ligne. Et mes appartements que je pouvais plus louer en courte durée, je les ai passés en location à l'année. Voilà, ça s'est très bien passé. Tu t'es ajusté. Mais fait, revenons sur le point. Fait que tu dis le premier million, c'est pour l'investir. Ouais. Ensuite? Ensuite, tu vas pouvoir commencer à te faire plaisir. Okay. Attention, je suis pas, comment dire... Planificateur financier? Non, mais je suis pas vendeur de rêve? Je suis pas là à vous dire, tu sais, les mecs sont ultra minimalistes, faut pas toucher à 1 million. Enfin, je vous demande, ça va, enfin, vous pouvez toujours inviter votre copine au resto. Payez l'addition, vous n'êtes pas radin, hein, tu vois, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis, parce que par exemple, ma philosophie, c'est sur les petites dépenses, je ne regarde pas. Même jusqu'à l'époque là où j'avais un business, j'ai pas regardé combien j'économise sur le paquet de café ou je sais pas quoi. Au supermarché, c'est pas là que tu gagnes de l'argent. Par contre, là où je regarde toujours, parce que ça te permet, voilà, combien je dois payer le taxi. Tu sais, les gens qui vont... Tu sais, l'édition arrive au restaurant, tu sais, les gens commencent à compter. Moi, j'ai pris ça, je prends un dessert, un café. Tu sais, t'es dans le business, c'est pas terrible de faire ces choses. Non, vraiment pas. Tu crames ta réputation vaut combien, tu vois. Enfin, je sais pas. Donc, moi, je ne regarde jamais ces dépenses-là. Par contre, si je dois acheter un appartement, un immeuble, une voiture, là, je regarde. Parce que là, c'est des dépenses conséquentes. Donc là, oui, je fais attention à ce que je vais dépenser, même encore maintenant. Je comprends. C'est pas parce que j'ai toujours la valeur de l'argent. J'étais salarié pendant des années. Donc pour moi, tu sais, même $2 000, $3 000, je vais pas les jeter, les cramer comme ça, les lancer non, c'est clair. par la fenêtre. Parce que ça va avoir un impact. Ça va pas vraiment avoir d'impact. Non, mais je veux dire, admettons, c'est sûr, à ton niveau, non, mais je veux dire, pour justement, quand on n'est pas encore rendu à ton niveau, puis là, tu t'embarques dans des mensualités, moindrement, comme tu as dit, que moindrement, boum, tu frappes un coup où tu as des mois qui sont beaucoup plus difficiles, puis tu n'as pas une grosse trésorerie en arrière pour backer, pour supporter. C'est là que ça frappe. Là. Les gens ont besoin d'argent pour acheter de l'immobilier. La plupart des gens n'achètent pas parce qu'ils n'ont pas assez d'apport. Donc la trésorerie, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose que même par la suite, vous pourrez monétiser. Moi, aujourd'hui, j'ai de l'argent. Si y a un investisseur immobilier qui me dit, voilà, j'ai besoin absolument de $50 000 maintenant, mais je suis même prêt à te payer un taux d'intérêt à 14% pour que tu me les prêtes. Et je dis, ouais, mais moi j'ai l'argent. Il va accepter. Et je vais pouvoir faire travailler mon argent à des niveaux beaucoup plus élevés. Parce que j'ai la trésorerie. Tout à fait. C'est quoi le chiffre magique en patrimoine pour vivre aisément selon toi? Ça dépend où tu vis. Déjà, aussi. Ça dépend où tu vis. Justement, avec ton expérience, puis partout où est-ce que tu voyages, où est-ce que tu vois des opportunités? Aujourd'hui, pour être vraiment... Ça va choquer en tête ce que je veux dire, mais pour être vraiment à l'aise, confortable, je pense qu'il faut 5 millions. 5 millions, si ton but, c'est de ne plus travailler jusqu'à la fin de ta vie, considérer que tu es retraité et que tu n'auras plus jamais de problème d'argent jusqu'à la fin de ta vie. Évidemment, tu peux commencer à vivre avec moins, d'accord? Mais je te parle de la personne qu'on considère comme le mec rentier, mais rentier, voilà, il ne fait plus rien. Tu sais, il est là. Il collecte à tous les mois, that's it. Voilà, c'est bon, tu as 5 millions... Ça va être difficile, surtout si tu as un peu d'immobilier à droite à gauche, etc. Ça va être difficile de faire faillite, tu vois. Moins que ça, avec l'inflation et tout, tu sais, déjà de 5 millions dans 20 ans, en réalité, ils en vendront plus que 2 millions, en fait. C'est vrai, c'est tellement vrai. Qu'est-ce que tu pourras t'acheter? Tu sais, je réfléchis toujours à combien je payais la baguette de pain ou tu sais, combien ça coûtait, en fait, à l'époque, quand je sortais en boîte de nuit, quand j'étais c'était fou, là. Et tu vois les prix maintenant, c'est... C'est débile. Et nous, c'est drôle, je pensais à ça dernièrement, je me disais, c'est fou qu'on était jeunes, parce que j'ai 41 ans, toi t'as 40. Ouais.
quand j'étais jeune, admettons, adolescent, 100 $ pouvait tellement m'amener plus loin qu'aujourd'hui, 100 $, je m'en vais nulle part. 100 $, là, je m'en vais faire l'épicerie. Même l'épicerie, mettre du gaz, puis that's it, là. Puis même là, j'ai même pas assez, là. Mais je me souviens, parce que j'étais petit, nous, on est passé à l'euro en Europe, mais à l'époque, on avait le franc, tu vois. L'euro, je crois que c'est un euro donne 6,56 francs, un truc comme ça. Et tu avais un billet de 50 francs. Ce billet de 50 francs, ça correspond, je sais pas, peut-être à 10 $ canadiens. Mais à l'époque, si tu avais ça, tu pouvais faire tes courses avec. Exact. Tu avais 10 $ canadiens. À l'époque, je te parle de ça il y a 30 ans. Tu revenais avec deux gros sacs. Hein. Ben oui, facile, là. Là, je vais faire les courses au métro. Achète 2 sacs, tu sais. C'était déjà rendu à 140 $ ou 150 $. T'as rien acheté. T'as rien acheté, là. Tout ton frigo, tu sais. Tu te fais gifler par les courants d'air, en fait. C'est tellement vrai. C'est fou. Dernière question pour la section finance. 3 stratégies de rentier pour placer son argent efficacement selon toi. Alors, je vais pas parler d'immobilier volontairement parce que bon voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant de mettre son argent mettre son argent dans l'immobilier. Au moins, investissez, utilisez, n'achetez pas cash évidemment, mettez des mises de fonds à 5% et le reste empruntez à crédit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous avez un business, investissez votre argent dans votre business. Parce que beaucoup de gens cherchent à investir en bourse, en bitcoin, etc. Si vous avez un business, achetez du trafic, achetez de la pub Facebook, etc. Généralement, vous mettez $1 dans la machine, vous en récupérez 10 à la sortie. Donc, même en bitcoin, c'est difficile de faire x10. Par contre, sur votre business, moi aujourd'hui, si j'investis mon argent, là où ça rapporte le plus, si je mets de l'argent dans mon business en ligne. C'est ce qui me rapporte le plus d'argent. J'achète du trafic, c'est là où le ROI est le plus important. Donc les gens, des fois, cherchent opportunité d'investissement. Achète du trafic, pub Facebook. Évidemment, on fait ça bien, hein, mais pub YouTube, pub Facebook, pub Instagram, voilà. Achetez du trafic. À Google AdWords, ça marche. Les gens, voilà, ça marche. Vous tapez, positionnez-vous sur les moteurs de recherche. Et ensuite, stratégie long terme. C'est-à-dire que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un tracker. Du S&P 500. Okay. Et je vais acheter tous les mois régulièrement un tracker sur du très long terme parce que vous pouvez regarder tous les assets sur toute la durée. La bourse, c'est ce qui performe le plus. Sur le long terme. Ouais, sur les multinationales. Non, ça t'as 100% raison. Ouais, donc, tu sais, moi, je suis sur un horizon 30 ans, 40 ans. C'est même quelque chose que je vais passer aux générations futures. Donc, voilà, tu investis là-dedans. Mais ne pas, tu vois, ça c'est un investissement long terme. Il y a plein de gens, ils sont en mode ouais, je vais devenir riche grâce à la bourse. J'y crois pas. Je te le dis très franchement. Parce que ce qui se passe, c'est que pour gagner de l'argent avec la bourse, il faut être trader. Et tu as 1 à 2% des gens qui arrivent à gagner de l'argent avec la bourse. 95% perdent et 3% sont flat dans le trading. C'est ça les statistiques. Je ne considère pas que je suis assez intelligent pour faire partie des 2%. Donc la bourse, pour moi, c'est stratégie long terme. Et pour pouvoir en vivre, il faut quand même avoir un capital assez important, je dirais au moins 500 000 à 1 million pour pouvoir en vivre, dégager un revenu suffisant. Tout à fait. C'est pas adapté à tout le monde. Boom. Et là, tu nous as partagé plusieurs pépites d'or pour la section finance. Là, on va basculer du côté immobilier. OK. That's it. Passons du côté immobilier. Tu as combien d'appartements présentement? Ou tu es parti... raconte-nous rapidement, parce que tu me l'as dit, on était off-cam, mais raconte-nous rapidement ta première acquisition, pourquoi tu l'as acheté, puis maintenant, à combien tu es rendu? Je vais expliquer, en fait. Alors, le système, alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté, pour mon premier investissement, j'ai acheté une maison. Tu avais quel âge? J'étais dans la vingtaine. OK. Ouais. Et à cette époque-là, je ne connaissais rien à l'investissement immobilier. Donc, tu sais, tu demandes à ton entourage, tu demandes à tes parents, tu demandes à... Tu sais, des gens de ton entourage, mais qui ne sont pas forcément des investisseurs. Hein, ouais. Je sais pas, enfin, je pense que beaucoup de personnes reconnaîtront là-dedans. Donc, tu demandes un petit peu des conseils à droite à gauche. Et c'était trop cher pour moi. Enfin, tu sais, ça ne rentrait pas vraiment dans mon budget, tout ce que je voyais. Ou alors, c'était vraiment des trucs qui étaient très loin ou qui ne correspondaient pas pour y vivre. Et je suis tombé sur une maison qui avait cette particularité. Il y avait un appartement qui était juste en dessous et qui était loué. OK. Et moi, en fait, à la base, tu sais, quand j'ai vu ça, ma première réaction, c'était c'est pas super, tu vois. Enfin, j'achète une maison, il y a un locataire en dessous. Enfin, tu sais, c'était pas très chaud. Puis après, finalement, en y réfléchissant un petit peu plus à tête reposée, je me suis dit, en fait, je touche un loyer, donc ça va payer plus de la moitié du crédit. Donc en fait, mathématiquement,
bah, ça fait sens d'acheter cette maison parce que je vais pouvoir vivre dans une maison, dans une villa, pour le prix d'un petit studio, en fait. Donc, finalement, la transaction s'est faite. Et après, bah, c'est là que tu commences à toucher ton loyer tous les mois et tu te dis, bah, en plus, j'ai de la chance, tu vois, locataire qui prenait soin, machin, de l'appartement, qui payait bien. Donc, tu sais, ça s'est bien passé, quoi. Donc, il y a des gens, ils se lancent dans l'immobilier, tu sais, première expérience, ils tombent, bam, ça se passe mal, tu vois. Moi, j'ai eu la chance que ça se soit bien passé. Et après, tu vois, j'étais pas forcément dans une optique d'investisseur immobilier encore à cette époque. Tu sais, j'étais plus dans l'optique juste d'acheter ma résidence principale. Et après, je te dis, ça s'est plus fait en faisant de la sous-location. Tu sais, avant de me lancer dans l'investissement immobilier, parce que tu sais, j'entendais des gens qui me parlaient à droite à gauche, mais j'avais pas vraiment de preuves concrètes comme quoi ça fonctionnait. C'est pour ça que j'ai commencé par vraiment dans l'immobilier en faisant de la sous-location. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être propriétaire aujourd'hui pour gagner de l'argent avec l'immobilier. Tu peux tout à fait louer des logements et ensuite, si tu fais un contrat avec le propriétaire, sous-louer ces logements en location courte durée et le différentiel, tu te le mets dans ta poche. Ça fonctionne ici, ça fonctionne ici aussi. Il y a aussi d'autres stratégies, c'est-à-dire que, par exemple, tu peux louer des yourtes. Tu vois, par exemple, on a des terrains qui ne sont pas constructibles en France, mais tu peux tout à fait mettre une yourte. Tu sais, c'est des espèces de tentes, machin, où tu peux installer des espèces de cabanes, des choses comme ça. Et regardez combien ça se loue. Ça se loue $200, $300 la nuit, et ça coûte peut-être $10 000 à mettre en place. Tu n'as pas besoin d'acheter un terrain constructible et tu peux installer tout ça. Donc, il y a vraiment d'autres stratégies. Il faut être un peu créatif. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans le dur. Donc, j'ai commencé à investir en France. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des appartements que je découpais. Je les mettais en petits studios. J'ai essayé d'en acheter le plus possible dans le même immeuble, parce que je me suis vite rendu compte que pour faire de la gestion en courte durée, d'aller courir d'un appartement à droite, à gauche, c'est un peu compliqué. Quand tu as tous tes logements au même endroit, c'est mieux. Beaucoup plus simple. Donc, il vaut mieux acheter même limite l'immeuble et après te lancer pour pouvoir tout regrouper. Mais j'ai eu des propriétaires qui n'étaient pas contents, tu vois. C'est sûr. Genre, en mode location courte durée, vous n'avez pas le droit de faire ça, etc. Alors, tu sais que ça génère beaucoup de va-et-vient, eux autres sont là à l'année longue. Et j'avais demandé, à l'époque je faisais ça à Nice, donc j'avais investi dans une petite rue à côté de la gare SNCF, qui n'est pas une rue ultra bien fréquentée, mais qui est quand même proche du centre-ville, tu vois. Donc beaucoup de gens ne voulaient pas acheter dans cette rue, mais moi, tu sais, dans ma tête, je me suis dit, ouais, mais là, en fait, j'achète du mètre carré pas cher, c'est proche du centre-ville. Les gens qui viennent en vacances, ils vivent pas là l'année, ils passent une semaine. Donc même si la rue, entre guillemets, leur plaît pas, ils s'en foutent, ils passent. Ils vont Toi, t'étais stratégique. C'était ma stratégie. Moi, ça me permet d'acheter des mètres carrés moins chers et de bien les optimiser. Donc j'ai acheté comme ça plusieurs appartements et je les ai découpés. Je faisais de la location courte durée. Et après, tu vois, j'ai reproduit comme ça les opérations. Et à un moment donné, je me suis expatrié. Je suis parti de France parce que j'ai aussi lancé des activités en ligne. Et tout ça, ça a commencé à générer beaucoup d'argent. Et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de payer 66% d'impôts ? Tu vois, ça commençait à piquer un peu. Et donc, je me suis expatrié. Et là, j'ai commencé après à investir à l'étranger. Mais le problème de l'étranger, c'est que tu es principalement obligé d'investir en cash. C'est très difficile d'avoir accès au crédit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis positionné. J'achète beaucoup de biens en ce moment à Budapest. Donc, ma stratégie, c'est d'acheter... au départ, j'ai commencé avec des très grosses surfaces. Enfin, très grosses surfaces, façon de parler, mais des appartements qui faisaient centaines de mètres carrés. Et l'idée, c'était de prendre ces appartements. Généralement, c'est des appartements que tu achètes, tu sais, ils ont été redécoupés à l'époque, parce que Budapest a connu l'époque du communisme. Donc, ils ont redécoupé des grands appartements, et tu sais, l'aménagement des pièces, enfin, tu sais, c'est pas bien fait, parce que c'était des grands appartements qui ont été redécoupés pour les donner à différentes personnes gratuitement. Donc, ce que je fais, c'est que je réagence des pièces. Et cet appartement, généralement, je vais les mettre en location, donc soit en location courte durée, soit en location de l'année. Et derrière, je les revends, derrière, je fais une plus-value. Et au bout de 5 ans, tu es exonéré d'impôt sur la plus-value. Donc maintenant, je me suis spécialisé sur ces opérations. Et là, je vais probablement acheter des immeubles. Le problème, la difficulté que je rencontre en ce moment, c'est que c'est très difficile de trouver des bonnes entreprises de rénovation. C'est sûr. C'est mon goulot d'étranglement en ce moment. Je t'écoutais parler, puis c'est ça, je me dis, OK, t'es même pas là à 100% durant l'année, physiquement, puis tu dois redécouper. Je me disais, comment c'est sûr qu'il doit frapper un mur avec justement la gestion des rénovations, gérer les contracteurs, les travailleurs, s'assurer que le travail est bien fait, etc. C'est sûr, c'est une autre game, là. Après, tu peux...
fait, tu as une personne que j'envoie sur place. Donc, c'est-à-dire que je paye une personne pour pouvoir après suivre les travaux. Donc, il me fait un reportage photo toutes les semaines, qui va sur place, qui filme, qui prend des photos, etc. Donc, c'est pas comme si j'étais, tu vois, l'artisan fait un peu ce qu'il veut. Ouais. Mais t'es pas à ton premier rodéo. Ouais, non. Bah, après, au début, je conseille de peut-être tout faire toi-même pour optimiser les coûts, parce qu'au début, tu n'as pas le budget. Mais après, c'est vrai que moi, je suis dans une autre mentalité. Aujourd'hui, je ne regarde pas que le gain financier, je regarde aussi le gain de temps et je connais ma valeur horaire. Donc, je ne vais pas aller dépenser de l'argent pour gagner 20 $ de l'heure ou 50 $ de l'heure. Tu vois, il vaut mieux que je paye quelqu'un pour faire le travail à ma place et que je mette mon énergie sur quelque chose de Tout à fait. plus grand. Donc voilà, je fais ça investissement et aussi en Géorgie, à Tbilissi. C'est un petit pays qui se trouve à côté de la Russie, entre la Russie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Donc c'est un pays qui est intéressant parce que le prix au mètre carré était quand même relativement bas. Waouh! Et en ce moment, les loyers sont quand même à un niveau très élevé. Donc, c'est des pays qui sont intéressants pour investir. Fait que là, tu as combien d'appartements en tout là? Dans ton parc, tu as combien de propriétés environ? Alors, je ne communique pas sur le nombre exact. Tout simplement parce qu'on a une administration fiscale qui est un petit peu tatilleuse. Oui, non, je comprends. Mais il y en a pas mal de quoi générer suffisamment en termes de revenus. J'aime ça. Pour pouvoir vivre confortablement. Mais c'est pas mais c'est juste pour des raisons de confidentialité. Tout à fait, puis tu fais bien. Mais puis pourquoi tu investis dans différents secteurs? C'est quoi je comprends ta mentalité, mais j'aimerais ça que tu la partages dans tes mots. De diversifier ton parc au lieu, comme tu disais tantôt, tu aurais pu être tout au même endroit, même si tu voyages partout, puis mettre une équipe de gestion, blablabla. Mais pourquoi diversifier dans différents pays avec différentes règles? Oui, alors, si tu veux, tu as deux philosophies. Te dire, voilà, tu peux avoir des biens immobiliers qu'en France, par exemple, mais ça te fait peser ce qu'on appelle un risque réglementaire. Tu vois, les gouvernements sont toujours en train de mettre des lois. Tout à fait. L'interdiction du Airbnb. Maintenant, ils sont en train de voter des lois pour tout ce qui est performance énergétique. Donc, si ton logement, il n'a pas une certaine performance énergétique, tu ne peux plus le mettre à la location. Après, ils te demandent tu dois avoir des licences pour pouvoir de la location courte durée. Certaines villes arrêtent de faire ça. C'est pour ça que je ne veux pas être sur une stratégie. Je comprends. Voilà, pour éviter, ou des fois, tu as aussi des plafonnements des loyers, donc tu ne peux pas louer plus de temps au mètre carré. Donc, si tu fais des colocations, tu peux être impacté. Tout à fait. Donc, le fait d'avoir aussi différents pays, ça te permet d'avoir un équilibre. Et puis, quand un pays commence un petit peu trop à te les briser, tu revends, tu prends ta plus-value, tu arbitres et tu vas réinvestir ailleurs. Tout à fait. Maintenant, je vais dans les marchés où potentiellement c'est intéressant. Parce que Budapest, j'achète à peu près à 2 000 € du mètre carré. Donc, ça fait quoi? Peut-être un petit peu moins de 3 000 $ canadiens. OK. Peut-être du mètre carré. 2 800 $ canadiens du mètre carré. En prix d'achat, ça revient à combien environ? C'est ça. Enfin, prix d'achat, par exemple, j'achète des appartements, je vais te donner les prix en euros, après il faudra faire la conversion. Ouais, mais en euros, ouais. Ouais, j'achète des appartements entre 120 000 € et 150 000 €. OK, c'est bon. À rénover. Hein. Ouais. Après, il faut rajouter un bon 40 000, 50 000 de rénovation à chaque fois. OK. 200 000, tu as des opérations bouclées, tu as quasiment des appartements de 100 mètres carrés, mais qui ont un gros potentiel de hausse, parce que ce qu'il faut voir, c'est que toutes les villes, le prix au mètre carré, enfin en Europe, c'est beaucoup plus élevé que ça. Okay. Et moi, Budapest, pour bien connaître la ville, c'est magnifique. Il y a beaucoup de tourisme, ça se développe, c'est une ville qui est sécurisée, qui attire de plus en plus de monde. Donc c'est un peu comme les gens qui ont investi à Dubaï, tu vois, et qui ont vu le potentiel. Ben, moi, je vois le potentiel dans cette ville-là. Je comprends. Et derrière, il y a aussi, le gouvernement fait en sorte d'attirer beaucoup d'investisseurs immobiliers. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voté une loi dernièrement où ils vont donner la résidence à des gens qui ne sont pas européens. Et s'ils achètent de l'immobilier là-bas, c'est ce qui s'est passé à un moment donné au Portugal. Et au Portugal, en fait, les prix de l'immobilier ont fait x2 en l'espace de 5 ans. Et ils ont voté la même loi, donc ça va attirer beaucoup de capitaux. Et tu sais comment ça se passe. Puis en même temps, toi, c'est ça, tu achètes au bon moment, puis ça augmente ta valeur nette automatiquement sans faire trop d'efforts. Après, tu sais, je pense que tu peux gagner de l'argent partout dans l'immobilier à partir du moment où tu connais bien ton marché. Parce que tu sais, tu vas avoir des bonnes affaires là-bas, mais tu vas avoir aussi beaucoup de mauvaises affaires. Faut pas acheter que parce que c'est pas cher. Tu sais, faut que de l'autre côté... Il y a une vérification diligente qui doit se faire aussi. Exactement. Faut pas... Tu sais, si ton appartement, tu le payes pas cher, mais qu'il est à 10 km de Budapest et que finalement, tu peux louer qu'il y a des Hongrois qui n'ont pas des salaires très élevés, ton appartement n'aura pas beaucoup de valeur et qui va vouloir te racheter ça?
peut-être un autre Hongrois qui n'a pas forcément des gros moyens. Alors que moi, je vais acheter quand même des appartements qui sont plutôt localisés en centre-ville, pas dans l'hyper centre, parce que là, c'est des prix, tu vois, beaucoup pour plus les touristes, mais qui ont suffisamment de potentiel pour pouvoir prendre de la plus-value. Donc, j'analyse tous ces facteurs et c'est un mix de tout ça qui fait que derrière, c'est intéressant pour moi d'acheter là-bas. Mais tu n'es pas natif de Budapest ou des autres secteurs où est-ce que tu investis. Comment tu fais ta vérification, comment tu fais rapidement ta vérification diligente, mais comment tu t'en vas sur le terrain pour t'assurer du secteur, comme tu viens d'expliquer, là, comme tu n'es pas trop off, puis tu es quand même dans un secteur où est-ce que la tendance va aller vers le haut? Alors, moi, j'ai une vie un peu de digital nomade, c'est-à-dire que pendant presque 2-3 ans, j'ai vécu que dans des Airbnb. Okay. D'accord, donc pas d'appartement. Donc, j'ai passé pas mal de temps. Donc, et en plus, l'avantage quand tu viens à Airbnb, c'est que tu prends très vite le pouls parce que tu loues plusieurs appartements. Donc, tu vois très vite ce qui va pas, tu te rends compte de ce qu'il y a. Tu parles avec les locaux. Donc, à Budapest, j'ai déjà loué peut-être une 40aine d'appartements. OK, fait que toi, tu t'en vas vraiment sur le terrain. Tu t'en vas vraiment, puis tu t'imprègnes de la culture, tu vois qu'est-ce qui se passe, tu parles aux gens, tu fais des contacts. Ah oui, j'ai tous les contacts. C'est-à-dire que là-bas, j'ai le notaire, j'ai des artisans. Enfin, tu vois, je connais les rues. J'ai déjà été visiter plusieurs centaines de biens immobiliers. J'ai aussi accompagné certains de mes clients à acheter de l'immobilier là-bas. Donc, je ne suis pas débutant. Enfin, je sais exactement dans quel secteur acheter, combien coûte le premier mètre carré, combien coûtent les rénovations, où sont les magasins de décoration, etc. Non, je connais très, très bien le secteur. Maintenant, tu me dis demain, je ne sais pas, va investir à Vancouver. Je suis débutant, donc je serais pas, tu vois, il faudrait pareil que je vive à Vancouver peut-être pendant 2-3 mois, que je fasse le tour avec la voiture, que j'aille visiter au moins une centaine de propriétés pour pouvoir me rendre compte du marché. C'est comme ça que, si demain je devais repartir sur un nouveau marché, c'est ce que je ferais, j'irais visiter au moins une centaine de biens immobiliers pour comprendre ce qu'il y a. Je comprends. Ouais. Les gens font pas ça. Hein. Non, je sais, les gens vont très souvent s'arrêter à leur écran d'ordinateur, à leur chiffrier Excel et c'est tout. Ils vont pas sur le terrain. Puis c'est ça que j'aime justement de qu'est-ce que je fais en tant que courtier immobilier, c'est que oui, tu as les investisseurs. Souvent, un investisseur va faire un coup, puis après ça, il gère son bien. Mais il rentre sur le marché, il trouve son opportunité, puis là, après ça, il sort du marché parce qu'il gère son bien. Puis après ça, il tombe dans l'aspect locatif, etc., la gestion des travaux, etc. Mais un courtier immobilier, tu es toujours constamment sur le terrain. Fait, sur le terrain, tu vois qu'est-ce qui se passe, tu vois les opportunités, tu vois comment les différentes façons de faire pour créer de la valeur ou créer du cash flow, etc. Fait que, non, effectivement, fait que tout ça pour dire que c'est ça qui est plate avec les gens, c'est que souvent, ils vont tout simplement s'arrêter à leur tablette, leur fichier Excel, leur écran d'ordinateur versus... En plus, quand tu l'expliquais, c'est ça que j'aime de ta stratégie, c'est que toi, tu vas littéralement là, sur le terrain, voir les biens. Même quand tu vas les visiter, c'est vraiment pour explorer, c'est même pas nécessairement pour les acheter, c'est vraiment pour voir qu'est-ce qui se passe. J'essaie d'en visiter peut-être 6 ou 7 par jour, si tu veux. Wow, OK. T'es vraiment en mode let's go, là, on passe à l'action. En fait, comment ça se passe concrètement moi, j'aime pas prendre le téléphone et prendre des rendez-vous, tu vois. C'est un truc, je sais pas, Ah ouais? Ouais, puis tu sais, parler, tu sais, allô, bonjour, machin. Donc ça, généralement, ce que je fais, c'est que je délègue à la personne qui travaille avec moi. Donc, je suis une assistante et moi, en fait, je vais sur Internet, je regarde tous les biens immobiliers qui potentiellement m'intéressent. Et ensuite, tu les appelles. Et tu prends rendez-vous. Parce que c'est toujours compliqué. Déjà, tu appelles les personnes, ils ne répondent pas. En plus. Donc ensuite, après, ils te rappellent. Ils disent, oui, bonjour, vous m'avez appelé pour un appartement, mais toi, tu en as vu 20. Donc, donc, il faut noter le numéro de téléphone sur un petit cahier pour savoir que telle personne qui te rappelle correspond à tel appartement, parce que même eux ont plusieurs appartements. Enfin, tu sais, c'est toujours Donc, il y a toute une gestion. Donc, je dis, voilà, tu me prends rendez-vous pour tous ces appartements. Voici mon créneau et je veux visiter un appartement toutes les heures. Donc, généralement, c'est des appartements que je visite dans le même quartier, ce qui me permet d'aller visiter plusieurs appartements. Puis donc, pas dans le but nécessairement de les acheter, juste pour explorer, être en mode exploration, apprentissage. En gros, maintenant, c'est potentiellement pour acheter, mais en fait, ce que je vais faire sur place, c'est qu'à Budapest, c'est pas comme au Canada, tu n'as pas toutes les photos, etc. Donc, tu es obligé d'aller voir le bien immobilier et je vais voir est-ce que ce bien immobilier, je peux le découper, tu vois, par exemple, et pour pouvoir faire 2 entrées et transformer cet appartement en 2 appartements. Du coup, tu fais ça, tu peux gagner beaucoup d'argent. C'est sûr. Si le bien est divisible.
Par rapport à ça, il faut lire aussi le règlement de copropriété. Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que c'est négociable? Donc avant d'acheter, il faut aussi pouvoir rencontrer le syndic de copropriété. Moi, généralement, c'est toujours un petit peu les mêmes syndics. Donc tu vas voir la personne au bureau, tu expliques le projet, tu dis voilà, moi j'aimerais bien... Et là-bas, ça marche sous système de contrepartie. C'est-à-dire qu'ils vont te laisser, par exemple, une fenêtre, ils vont te laisser l'ouvrir et en faire une porte. Mais en contrepartie, tu vas dire voilà, je vais repeindre la cage d'escalier à mes frais. Okay. Il y a beaucoup de gens qui font ça aussi à Budapest. C'est une stratégie que je vais mettre en place prochainement. C'est tu peux acheter le airspace. Donc en fait, tu peux acheter le toit. Et en fait, aux gens, tu leur dis voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais rénover complètement l'immeuble, peinture, je vais installer un ascenseur, je vais rénover la cage d'escalier, mais vous me donnez le toit gratuitement. Et donc, tu fais construire un étage supplémentaire et au final, tu rentres dans tes frais. Donc ça. Mais comme je te dis, le goulot d'étranglement aujourd'hui, c'est les artisans. Ce qui me manque, c'est une équipe de gens fiers. Tout à fait. Beaucoup d'amateurisme et c'est pas faute de chercher, quoi. On a le même problème ici. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Dans cette même lancée, quelqu'un qui se lance, élabore-nous un plan d'action de départ. Admettons quelqu'un qui départ, là, c'est sûr que toi, tu es dans différents pays. Mais admettons quelqu'un qui se lance selon toi, mettons dans tes programmes, qu'est-ce que tu dirais, là? J'embarque dans ton programme. Est-ce que c'est plus adapté pour le monde de l'Europe ou le monde du Canada pour embarquer aussi? Moi, c'est plus le monde de l'Europe, mais on peut prendre l'exemple de Canada ou Europe. Le système va être le même. Donc, un nouvel arrivant au Canada, ou quelqu'un qui arrive en France, première chose, il faut qu'il devienne résident. Ça, c'est tout à fait. C'est pas une mince étape. Enfin, voilà. En plus. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, moi, ce que je recommanderais, c'est d'être salarié au début. Parce que le fait d'être salarié, c'est ce qui vous permet d'avoir accès au crédit le plus rapidement possible. Tout à fait. Je sais qu'au Canada, si tu lances une entreprise, il faut attendre au moins 2 ans pour pouvoir avoir le droit à un financement. C'est plus compliqué. Tu vas pas attendre 2 ans que le prix de l'immobilier prenne 30%. Lance ton business à côté, mais sois salarié, effectivement. En France, c'est pareil. Ils vont te demander tes 2 dernières liasses fiscales et il faut que ton business, en plus, génère de l'argent. En plus. Donc, moi, je recommande d'être salarié. C'est pas une honte d'être salarié. Moi, j'ai commencé en étant salarié. Beaucoup de gens ont commencé dans l'immobilier en étant salarié. Utilisez ça pour acheter votre premier investissement immobilier. Moi, ce que je recommanderais, c'est sur la première opération, d'en acheter peut-être 2 ou 3 d'un coup. Soit, en France, on appelle ça des immeubles de rapport. Je ne sais pas comment vous appelez ça ici, des duplex, des triplex. Oui. C'est, si tu peux, tant qu'à faire une opération, autant en acheter 3 d'un coup. OK. Voilà. Et pour les gens qui se disent, ouais, mais et si je ne le loue pas, et si j'ai un problème, il y a plus de risques à acheter un appartement et que vous ayez un locataire qui vous mette une ardoise que d'en avoir 3. Parce que si vous en avez 3, même si vous avez un locataire qui vous laisse une ardoise, vous avez toujours de loyer qui rentre. Tout à fait. Donc, c'est moins risqué d'acheter un immeuble que d'acheter un appartement unique, en fait. 100% d'accord. Donc moi, je ferais ça à première opération, voilà, pour pouvoir commencer à faire ça. Une fois, si vous êtes au Canada, ensuite, au refinancement, tu en achètes un deuxième. Tu vois. Et après, je sais que vous avez des stratégies pour aller chercher des mises de fonds alternatives en utilisant des cartes de crédit, des choses comme ça. En France, on détourne un peu le système. C'est-à-dire qu'on fait du shadow banking. Okay. Donc en gros, ce que tu peux faire, c'est ils vont regarder ta capacité d'endettement, mais il n'y a pas de fichier central, il n'y a pas de fichier de bureau du crédit en France. Je comprends. Donc chaque banque doit faire ses propres vérifications. Et donc un crédit qui n'apparaîtrait pas, en fait, entre guillemets, c'est la responsabilité de la banque, tu vois, de faire ces vérifications. Donc il y a moyen, si tu es un petit peu malin, soit d'acheter plusieurs opérations en même temps, soit de mettre suffisamment d'argent sur un compte en banque, de faire que ton hypothèque se paye toute seule pendant 6 à 12 mois. Et derrière, si la banque te demande est-ce que tu as un crédit, voilà, tu as oublié de dire que tu avais un crédit et ils vont te prêter sur une autre opération. Maintenant, il y a quand même des organismes qui peuvent contrôler, c'est-à-dire que les banques utilisent un système d'hypothèque, c'est-à-dire de... Comment t'expliquer ça ? Il y a une assurance pour que tu puisses rembourser au cas où tu ne rembourses pas ton crédit. Okay. Il y a une société qui se porte caution et certaines banques travaillent avec les mêmes sociétés de caution. Donc ça, c'est ce que j'explique dans mes programmes. Quelle banque utilise quelle société de caution? Et évidemment, si tu vas voir les 2 banques, par exemple Crédit Agricole et LCL, ils ont le même système de caution. Donc si tu vas avoir le Crédit Agricole et après tu vas avoir le LCL et tu leur dis voilà, je vais faire financer mon prêt, ils vont interroger l'organisme de caution et ils vont dire mais attendez, là, il y a un bug là. Tu vois. Donc on utilise ça pour pouvoir justement débloquer ça. Maintenant, si tu veux vraiment le faire après pour évoluer, il faut passer en professionnel, il faut passer en société parce que ces limitations s'appliquent uniquement aux particuliers et je pense que c'est la même chose. Au début, au Canada, tu achètes en tant que particulier, mais au bout d'un moment, après, il faut que tu crées, il faut que tu investisses
en société. Donc au départ, tu te portes garant, toi, à titre personnel, pour ta société. Et après, au bout d'un certain temps, quand tu as suffisamment de biens immobiliers, ta société devient ce qu'on appelle autoportante. Et après, c'est les bilans de ta société, après 2 ans, qui vont pouvoir permettre de continuer à te financer. Super. J'aime ça, c'est bien expliqué. Ça paraît que tu as de l'expérience. Ta vision avec le Canada, penses-tu investir ici? Je pense investir au Canada. Ouais. Ce serait quoi ton plan de match? L'idée, c'est d'acheter des immeubles ici. Ok, tu n'irais pas dans les appartements, tu irais plus dans des immeubles. Parce qu'aujourd'hui, je suis moins dans une stratégie cash flow, rentabilité ultime. Aujourd'hui, je veux faire des opérations avec du volume. Ce qui m'intéresse au Canada, c'est de pouvoir utiliser l'effet de levier. Donc, voilà, j'ai rencontré des investisseurs qui ont... Uriel, tu vois, je crois qu'il a plus de 360 logements. L'idée, c'est de faire ça, c'est d'acheter quand même un gros parc immobilier, d'acheter beaucoup d'immeubles et de faire une opération une fois. Et après, tu ne le fais pas tout seul, tu t'associes avec des partenaires et tu achètes ça. Donc, l'idée, c'est de faire ça. Ce qui m'intéresse au Canada, c'est vraiment l'accès au crédit, que je n'ai pas forcément en Europe de l'Est, et le refinancement. Chose aussi que je n'ai pas en Europe de l'Est. Et ça me limite, tu vois, parce que même si mes business génèrent beaucoup de cash, je suis ma propre banque aujourd'hui, tu vois. Tout à fait. Mais j'aimerais forcément utiliser l'effet de levier. Donc, voilà, après 3 mois passés ici, avoir étudié un petit peu le secteur... c'est ça que tu es venu faire, là. Nice. Dernière question. Tu l'as dit tantôt, mais j'aimerais ça que tu élabores et pourquoi. Mais les pays que tu trouves à investir en immobilier et pourquoi, présentement, ou le pays? C'est-à-dire les pays c'est-à-dire où ça va être intéressant d'investir? Oui. Déjà Canada-US, parce que c'est un peu le même système où vous avez accès pour pouvoir lever de la dette. Donc pour moi, c'est extrêmement intéressant. Ouais, mettons les gens qui partent d'ici, qui ont justement créé l'effet de levier, qui ont la liquidité et qui pourraient se permettre d'aller ailleurs. Tu vas avoir les secteurs qui vont être porteurs, c'est Dubaï, à condition, faut faire attention. Hein. Par contre, ne pensez pas à Dubaï, parce que vous entendez toujours c'est sécurisé, etc. Vous pouvez vous faire arnaquer à Dubaï, faites-vous bien accompagner. Dubaï, tu as Bali aussi, qui peut être intéressant, donc notamment tout ce qui est construction, location de villas. Le Mexique, pays intéressant pour pouvoir faire de la promotion. Tu achètes des terrains, tu peux construire des hôtels, tu peux construire des maisons et ensuite les mettre en location. En Europe de l'Est, tu vas avoir 2 pays qui sont intéressants, la Hongrie et... non, 3 pays, pardon. La Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, parce que ce sont encore des pays où, si tu veux, qui ne sont pas aussi développés que des pays comme l'Allemagne ou tu vois, comme la France ou la Belgique, mais qui, avec les fonds de l'Union européenne, sont en train de se mettre au niveau très rapidement. Et au bout d'un moment, si tu veux, les salaires s'harmonisent un petit peu partout. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui quittent l'Europe de l'Ouest pour aller en Europe de l'Est pour des raisons de sécurité. Parce que tu sais, l'insécurité a pas mal évolué, notamment en France, en Belgique, etc. Oui, tout à fait. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent à avoir une qualité de vie ou être dans des pays plus tranquilles, où la police est un peu plus stricte, et donc qui vont progressivement se relocaliser. C'est un phénomène qu'on aperçoit de plus en plus. Beaucoup de gens, d'Allemands, de Français, de Belges, qui vont justement s'installer en Hongrie, qui vont vivre en Slovaquie, qui vont vivre en Bulgarie, parce que le coût de la vie est moins cher. C'est plus mais sécuritaire. Tu as une qualité de vie qui est quand même intéressante. Standard européen. Tu peux acheter de l'immobilier à des prix qui sont assez abordables. Et puis, tu n'es pas très loin de ta famille, quoi. Aujourd'hui, avec des vols low cost, en 2 heures, tu es chez toi. Donc, boum. Et Pierre, je pourrais te garder ici, là, comme pendant des jours et des jours. Je sais, il faut que tu y ailles. Un gros merci pour ton temps, un gros merci pour ton partage. Sincèrement, là, chapeau, puis beaucoup de succès encore dans tes investissements, là, puis lâche pas, là, puis si tu cherches un courtier immobilier au Québec, t'as ton gars, Better Call Chris. Merci à toi, Chris, pour ton invitation. Thanks. Boom, boom, boom. Et dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé Pierre. Est-ce que c'était wow? Je sais que c'était wow. C'est sûr que c'était wow. J'adore son côté, comment il est posé, puis qu'il explique, il est transparent, il est authentique. Il nous donne, boum, 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 sa vision de la vie, sa vision des choses, sa vision du business. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez le faire aussi. Si vous avez aimé cette vidéo-là, sincèrement, mettez dans les commentaires 3 emojis de feu. Encore une fois, oui, 3 emojis de feu. Ou sinon, encore plus simple, écrivez Better Call Chris. Pendant que vous y êtes, si vous désirez me remercier pour tous les efforts que je fais, c'est simple. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, inscrivez-vous, cliquez la cloche parce que c'est la meilleure façon que vous allez pouvoir me permettre de faire ma chaîne, se faire connaître par le maximum de gens. Et c'est la meilleure façon de me remercier. Et sinon,
et likez. Si c'est déjà fait, si vous êtes déjà inscrit, likez et partagez cette vidéo-là avec les gens que vous savez que ce genre de contenu-là peut transformer leur vie. Et sinon, si vous désirez d'autres stratégies gagnantes, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.